Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble une nouvelle petite histoire de Sir Arthur Conan Doyle, mettant en scène Sherlock Holmes et le docteur Watson. L'histoire s'intitule Le gentilhomme célibataire. Le mariage de Lord Saint-Simon et son curieux dénouement ont depuis longtemps cessé d'intéresser les cercles aristocratiques, au milieu desquels évolue celui qui fut le héros de cette malheureuse aventure. De récents scandales agrémentés de plus piquants détails en ont fait oublier le souvenir, et nul ne s'intéresse plus aujourd'hui à ce drame vieux de 40 ans. Néanmoins, comme j'ai tout lieu de croire que le public n'en a jamais eu qu'un aperçu très sommaire, et comme d'autre part mon ami Sherlock Holmes contribua largement en l'occurrence à trouver le mot de l'énigme, j'estime que ces mémoires seraient incomplets si je n'y faisais point figurer le récit de ce singulier épisode. À l'après-midi, au retour d'une promenade, cela se passait quelques semaines avant mon propre mariage et à l'époque où je partageais encore le logement de Holmes dans Baker Street. Mon ami trouva sur la table une lettre qu'il attendait. J'étais moi-même resté enfermé toute la journée ce jour-là, car le temps s'était mis subitement à la pluie, et la balle de Jezil que la campagne d'Afghanistan m'avait laissé en souvenir me faisait beaucoup souffrir. Assis dans un fauteuil et les jambes allongées sur un autre, je m'étais entouré d'une montagne de journaux. Puis, lorsque j'avais été bien repu de nouvelles et de faits divers, j'avais rejeté toutes ces feuilles de côté, et m'étais pris à contempler distraitement cette lettre à cacher armoriée, en me demandant de quel illustre correspondant elle pouvait provenir. « Vous avez là une épître qui semble fort aristocratique, mon cher, dis-je à Holmes quand il entra. C'est beaucoup plus flatteur que votre courrier de ce matin, qui, si j'ai bien compris, émanait d'un marchand de poissons et d'un officier de douane. Oui, il est de ce fait que ma correspondance a le charme de la variété, me répondit-il en souriant. Mais les plus humbles missives sont généralement les plus intéressantes, tandis que celle-ci me fait plutôt l'effet d'une de ces détestables invitations mondaines qui ne vous laissent le choix qu'entre l'ennui et le mensonge. Il décacheta l'enveloppe et parcourut la lettre. Tiens, mais cela pourrait devenir intéressant quand même. Rien de mondain alors? Non, c'est une communication essentiellement professionnelle. Et d'un client qui appartient à la noblesse. Oui, à la plus haute noblesse d'Angleterre. Toutes mes félicitations, mon cher. Je vous assure sans fausse modestie aucune, Watson, que la situation de mon client m'intéresse beaucoup moins que l'affaire qu'il me soumet. Mais il est fort possible que, dans le cas actuel, l'affaire et le client sortent autant de l'ordinaire l'un que l'autre. Vous avez lu beaucoup de journaux ces derniers temps, n'est-ce pas? Vous pouvez en juger par vous-même, répondis-je d'un air attristé, en lui désignant tous ceux qui étaient empilés dans un coin. Je n'avais pas autre chose à faire. Tant mieux, vous allez peut-être pouvoir me documenter. Moi, je ne lis jamais que les comptes rendus judiciaires et les petites annonces. Très instructives en général, les petites annonces, vous savez. Mais puisque vous êtes si bien au courant de ce qui se passe actuellement, vous devez certainement avoir lu l'histoire de Lord Saint-Simon et de son mariage. Oh oui, avec le plus vif intérêt. À la bonne heure. Eh bien, la lettre que voici est justement de Lord Saint-Simon. Je vais vous la lire et je vous demanderai en échange de tâcher de retrouver parmi ces journaux tout ce qui a trait à cette question. Voici ce qu'il me dit. Cher monsieur Sherlock Holmes, Lord Backwater m'assure que je puis avoir une égale confiance en votre jugement et en votre discrétion. J'ai donc pris la décision de vous rendre visite afin de vous demander votre avis touchant le très pénible événement qui s'est produit lors de la célébration de mon mariage. L'affaire est déjà entre les mains de M. Lestrade de Scotland Yard, mais il m'a certifié que votre collaboration n'entraverait en rien ces recherches et ne pourrait même que les faciliter. Je serai chez vous à 4 heures de l'après-midi, et j'ose espérer qu'au cas où vous auriez pris un autre engagement, vous voudrez bien vous rendre libre, l'affaire dont il s'agit étant de la plus haute importance. Agréé, etc. Robert Saint-Simon. La lettre porte l'adresse de Grosvenor Mansions. Elle a été écrite avec une plume d'oie, et le noble lord a eu la malchance de se mettre de l'encre sur la partie extérieure du petit doigt de la main droite, ajouta Holmes en repliant son épître. Il dit 4 heures. Il en est 3 maintenant. Il sera donc ici dans 1 heure. Alors faisons vite. Vous allez avoir tout juste le temps de me fournir un aperçu de la situation. Passez en revue les journaux que vous avez lus et classez dans l'ordre tous les articles que vous retrouverez.
Moi, pendant ce temps-là, je vais voir un peu qui est notre client. Il s'empara d'un volume rouge rangé avec d'autres annuaires à côté de la cheminée. Nous y sommes, s'écria-t-il, en s'asseyant et en étalant le livre sur ses genoux. Robert Walsingham de Vert Saint-Simon, second fils du duc de Balmoral. Armoirie d'azur rotroise en chef et à la face de sable. Né en 1846. Il a donc 41 ans, ce qui est un âge mûr pour se marier. A été sous-secrétaire aux colonies dans l'un des derniers ministères. Le duc, son père, avait lui-même été secrétaire aux affaires étrangères. La famille descend en ligne directe des Plantagenets et des Tudors par les femmes. Tout cela ne nous apprend pas grand-chose d'utile. Je crois que je ferais mieux d'avoir recours à vous, Watson, pour m'enseigner ce que j'ai surtout besoin de savoir. J'ai d'autant moins de mal à retrouver ce que je recherche, répondis-je, que cette histoire est toute récente et m'a beaucoup frappé. Si je ne vous en ai pas parlé, c'est uniquement parce que je vous avais occupé avec une autre affaire. Et comme vous n'aimez pas que l'on vous dérange à ce moment-là. Oh, vous voulez parler du petit problème de la voiture du déménagement de Grosvenor Square. Mais il est complètement éclairci maintenant. Du reste, il était facile de tout deviner depuis le début. Voyons, passez-moi ces journaux. Voici le premier entrefilé que j'ai retrouvé à ce sujet. Il apparut, comme vous le voyez, dans la colonne des mondanités du Morning Post, et remonte à plusieurs semaines. On annonce les fiançailles et le très prochain mariage de Lord Robert Saint-Simon, second fils du duc de Balmoral, avec mademoiselle Hattie Doran, fille unique de M. Aloysius Doran, de San Francisco, Californie, États-Unis. C'est tout. C'est bref et précis, fit remarquer Holmes, en allongeant ses longues jambes maigres devant le feu. Il a apparu ensuite dans un autre journal mondain, de la même semaine, un article donnant plus de détails. Ah, tenez, le voici. Il deviendra bientôt nécessaire d'appliquer le protectionnisme au marché matrimonial, car les principes de libre-échange actuellement en vigueur semblent devenir très préjudiciables à nos produits nationaux. De plus en plus, les futures maîtresses de maison de nos grandes familles anglaises se recrutent parmi nos belles cousines d'outre-Atlantique. Une importante victoire vient encore de s'ajouter, la semaine passée, à la liste déjà très longue de celles qu'avaient précédemment remportées ces charmantes envahisseuses. Lord Saint-Simon lui-même, qui avait réussi pendant 20 ans à échapper aux embûches du mariage, annonce officiellement aujourd'hui ses fiançailles avec mademoiselle Hattie Doran, la séduisante fille d'un millionnaire californien. Mademoiselle Doran, dont la gracieuse silhouette et la remarquable beauté avaient été très remarquées aux réceptions de Westbury House. Elle est fille unique et chacun répète à l'envi que sa dot dépassera 100 000 livres, sans parler de magnifiques espérances. Comme il est de notoriété publique que le duc de Balmoral a été contraint au cours de ces dernières années de vendre sa galerie de tableaux, et comme Lord Saint-Simon ne possède aucun domaine en propre que celui, d'ailleurs très insignifiant, de Birchwood, il est bien évident que l'héritière californienne ne sera pas la seule à se réjouir de cette union qui lui permettra, comme à beaucoup d'autres, de troquer son nom républicain contre un titre envié de noblesse anglaise. C'est tout? Questionna Holmes en bâillant. Oh, mais non, loin de là. Il y a ensuite dans le Morning Post également un autre article annonçant que le mariage aura lieu dans la plus stricte intimité. Il sera célébré à l'église Saint-Georges dans Hanover Square, que seule une douzaine d'amis seront invités, et qu'à l'issue de la cérémonie, le cortège se rendra dans la maison qu'a louée, toute meublée à Lancaster Gate, M. Aloysius Doran. 2 jours plus tard, c'est-à-dire mercredi dernier, on annonçait en quelques lignes que le mariage avait eu lieu et que les nouveaux époux passeraient leur lune de miel chez Lord Backwater, auprès de Petersfield. Voilà en résumé toutes les informations qui furent publiées avant la disparition de la mariée. « Avant quoi ?» demanda Holmes en sursautant. « Avant la disparition de la mariée. »« Quand a-t-elle donc disparu ?»« Pendant le lunch. »« Pas possible. Mais alors c'est plus intéressant que je le croyais. C'est tout à fait dramatique en somme. » Oui, moi aussi j'ai trouvé que ce n'était pas banal. On voit souvent des mariés qui disparaissent avant la cérémonie, et quelquefois pendant leur voyage de noces, mais brusquement comme cela, en sortant de l'église, je ne crois pas en avoir jamais vu d'exemple.
Donnez-moi de plus amples détails, je vous prie. Je vous avertis qu'ils sont très incomplets. Nous pourrons peut-être suppléer plus tard à ceux qui manquent. Le peu qu'il y en a actuellement se trouve exposé dans un article publié par un journal du matin d'hier, que je vais vous lire tout de suite. Il est intitulé « Un mariage mondain troublé par un singulier incident ». La famille de Lord Robert Saint-Simon vient d'être plongée dans la consternation par les étranges et pénibles incidents qui se sont produits au retour de l'église. La cérémonie, ainsi que l'avaient brièvement rapporté les journaux hier, avait eu lieu la veille. Mais il nous a fallu attendre jusqu'à aujourd'hui pour obtenir confirmation des bruits que l'on faisait courir avec tant d'insistance. Malgré les efforts tentés par les amis de la famille pour étouffer l'affaire, le public s'en est si vite emparé qu'il n'y avait plus désormais intérêt pour personne à voir dissimuler ce qui défraie actuellement toutes les conversations. La cérémonie, célébrée à l'église Saint-Georges dans Hanover Square, a été extrêmement discrète. Seul y assistait le père de la mariée, M. Doran, la duchesse de Balmoral, Lord Backwater, Lord Eustache et Lady Clara Saint-Simon, frère et sœur cadet du marié, et Lady Alicia Whittington. Tout le monde se rendit ensuite chez M. Doran, où un lunch avait été préparé. À ce moment, un premier incident fâcheux fut provoqué par l'arrivée d'une femme qui essaya de s'introduire de force dans la maison, à la suite des invités en prétendant qu'elle avait des droits sur Lord Saint-Simon. Une scène fort pénible s'ensuivit, et ce n'est qu'après bien des efforts que les domestiques parvinrent à la mettre à la porte. Peu après, la mariée, qui, pendant ce temps, s'était mise à table avec tout le monde, fut prise tout d'un coup d'un violent malaise et se retira dans sa chambre. Comme son absence se prolongeait et donnait lieu à certains commentaires assez désobligeants, son père monta voir ce qui se passait. Mais une femme de chambre lui apprit que sa fille n'avait fait qu'entrer et sortir, juste le temps de prendre un chapeau et un manteau, et qu'elle était immédiatement redescendue. Un valet de pied déclara en outre qu'il avait vu une dame ainsi vêtue sortir de la maison, mais elle n'avait pas supposé un instant que ce fût Lady Saint-Simon, puisqu'il la croyait à ce moment-là dans la salle à manger avec les autres convives. Dès qu'il eut appris la disparition de sa fille, M. Doran, accompagné de son gendre, se mit en rapport avec la police, et tout permet de supposer que, grâce aux diligentes recherches actuellement entreprises, cette singulière affaire sera bientôt éclaircie. Mais à l'heure où nous mettons sous presse, aucune trace de la disparue n'a encore pu être retrouvée. On commence à se demander si l'infortunée jeune femme n'avait pas été attirée dans quelque guet-apens, et le bruit court que l'on aurait procédé à l'arrestation de la femme qui avait cherché à s'introduire dans la maison et que l'on soupçonne d'avoir voulu assouvir une vengeance, par jalousie ou pour tout autre motif. Et c'est tout. Il y a encore un petit entrefilet dans un journal de ce matin, assez suggestif celui-là. Que dit-il? Il confirme l'arrestation de la jeune personne en question, laquelle serait une ancienne danseuse de l'Allegro au nom de Flora Miller, et aurait entretenu des relations avec Lord Saint-Simon pendant quelques années. À part cela, pas d'autres détails. Vous êtes désormais en possession des éléments de l'affaire, tels qu'ils ont, du moins, été jusqu'à présent exposés par la presse. Et d'une affaire qui promet d'être extrêmement intéressante, mon cher. J'aurais été navré de la manquer. Mais en somme, Watson, comme il est un peu plus de 4 heures, il y a tout lieu de croire que c'est notre illustre client. Ne cherchez pas à vous esquiver, Watson, je préfère de beaucoup avoir un témoin auprès de moi, ne serait-ce que pour contrôler mes propres souvenirs. Lord Robert Saint-Simon, annonça notre groom en ouvrant la porte. Notre visiteur avait un air sympathique et raffiné, le teint pâle, le nez fortement accusé, la bouche un peu moqueuse peut-être, et le regard ferme et calme de ces favorisés du sort auquel il a toujours suffi de commander pour être obéi sur l'heure. Quoique très vif d'allure, son dos un peu voûté et sa façon de plier les genoux en marchant le faisaient paraître plus âgé qu'il ne l'était en réalité. Lorsqu'il retira son chapeau, au bord recourbé, nous nous aperçûmes en outre qu'il grisonnait sur les tempes et qu'il était atteint d'un commencement de calvitie. Quant à sa tenue, on pouvait dire qu'elle était d'un soigné qui frisait l'exagération. Faux col exagérément haut, redingote noire, gilet blanc, gants jaunes, bottines vernies et guêtres claires. Il s'avança lentement vers nous,
en tournant la tête tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et en jouant de la main droite avec le cordon de son pince-nez à monture d'or. « Bonjour, Lord Saint-Simon, dit Holmes, en se levant pour le saluer. Asseyez-vous donc, je vous prie, et permettez-moi de vous présenter mon collègue et ami, le docteur Watson. Approchez-vous du feu et causons un peu de l'affaire qui vous amène. Une affaire extrêmement pénible pour moi, vous le concevez sans peine, monsieur Holmes. Je suis littéralement outré. Vous avez sans nul doute eu l'occasion de vous occuper déjà de questions aussi délicates que celles dont je veux vous entretenir. Mais les personnes en cause n'appartenaient probablement pas à une classe aussi élevée que la mienne. Pardon, milord, plus élevée au contraire. Plaît-il? Je dis plus élevée, car mon dernier client, dans cette catégorie d'affaires, était un souverain. Pas possible. Vraiment, je n'aurais jamais cru. Et de quel souverain s'agissait-il? Du roi de Scandinavie. Comment? Sa femme à lui aussi avait disparu? Excusez-moi de ne pas répondre à votre question, milord, répondit Holmes en s'inclinant avec déférence. Mais je me dois, vous devez le comprendre, d'être aussi discret envers mes autres clients que j'ai promis de l'être pour vous. Évidemment, évidemment, vous avez pleinement raison, et je vous fais mes excuses en ce qui me concerne. Je suis prêt à vous fournir toutes les indications que vous jugerez nécessaires pour établir votre hypothèse. Je vous remercie, milord. Je suis déjà au courant des informations parues dans la presse, mais en dehors de cela, je ne sais rien. Tout ce qui a été publié est bien exact, n'est-ce pas? À commencer par la disparition de la mariée, telle qu'elle est relatée dans cet article. Lord Saint-Simon prit le journal et parcourut l'article. Oui, c'est en somme assez exact. Malgré tout, je dois vous prévenir que j'aurai besoin de quelques indications supplémentaires pour me former une opinion, et si vous le permettez, je vais d'abord vous poser quelques questions. Je vous en prie. À quelle époque avez-vous fait la connaissance de mademoiselle Hattie Doran? Il y a 1 an, à San Francisco. Vous voyagiez aux États-Unis? Oui. Vous êtes-vous fiancé avec elle? Non. Néanmoins, vous aviez avec elle des relations assez étroites. Je prenais plaisir en sa compagnie, et elle n'était pas sans s'en rendre compte. Son père est riche. On dit que c'est l'homme le plus riche de la côte du Pacifique. Où donc a-t-il fait sa fortune? Dans les mines. Il y a quelques années encore, il n'avait pas le sou. Mais après cela, il a découvert un filon aurifère qu'il a exploité et s'est enrichi en un rien de temps. Maintenant, quelle impression avez-vous personnellement sur le caractère de la jeune femme, de votre femme? Le gentilhomme joua un peu plus fébrilement avec son pince-nez et regarda fixement le feu. Voyez-vous, monsieur Holmes, dit-il, ma femme avait plus de 20 ans lorsque son père a fait fortune, et pendant tout le temps qu'il a exploité cette mine, elle avait toujours été habituée à aller et venir librement dans le camp et à courir à sa guise à travers les montagnes et les bois, de sorte qu'elle n'a jamais eu de professeur pour la diriger et a poussé plutôt comme une fleur sauvage. C'est en somme ce que l'on est convenu d'appeler un garçon manqué. Une jeune fille très libre d'allure, qui n'a aucun souci des convenances et qui n'en a jamais fait qu'à sa tête. Elle est excessivement impulsive et impétueuse, et quand elle a décidé quelque chose, poursuit son but jusqu'au bout sans se préoccuper de ce qu'il en résultera. Par contre, je ne lui aurais certes pas donné le nom que j'ai l'honneur de porter, et tout sauta en se rengorgeant, si je n'avais pas jugé qu'elle était, au fond, animée de très nobles sentiments. Je la crois bien capable des plus héroïques sacrifices, et je suis persuadé que jamais elle n'accomplirait aucune action capable d'entacher son honneur. Vous avez une photographie d'elle? Je vous ai apporté ceci. Il ouvrit un médaillon et nous montra le portrait d'une femme ravissante. Ce n'était pas une photographie mais une miniature sur ivoire, et l'artiste qui l'avait exécutée avait su rendre d'une façon merveilleuse les cheveux noirs et soyeux, les grands yeux sombres et la bouche exquise du modèle. Holmes l'examina longuement et avec la plus vive attention, puis referma le médaillon et le rendit à Lord Saint-Simon. Donc la jeune fille est venue à Londres et vous avez renoué connaissance. Oui, son père l'avait amenée ici pour la dernière saison londonienne. Je l'ai rencontrée plusieurs fois. Nous nous fiançâmes et je viens, comme vous le savez, de l'épouser. Elle vous apportait, si je me trompe, une dot considérable. Une belle dot, mais pas plus considérable que celle qu'on apporte habituellement dans ma famille.
Et cette dot vous reste, bien entendu, puisque le mariage est maintenant un fait accompli. Je vous l'avoue franchement, je n'ai encore tenté aucune démarche pour m'en informer. Évidemment, non. Aviez-vous eu l'occasion de voir mademoiselle Doran la veille du mariage? Oui. Était-elle gaie? Jamais elle n'avait paru autant. Elle ne parlait que de ses projets d'avenir. Vraiment? Voilà qui est fort intéressant. Et le matin du mariage? Elle était aussi pleine d'entrain que possible, du moins jusqu'à l'issue de la cérémonie. Et vous avez observé qu'un changement s'était opéré en elle, à ce moment-là? Eh bien, pour vous dire la vérité, c'est à ce moment-là seulement que je me suis avisé pour la première fois qu'elle devait avoir le caractère un peu vif. Mais l'incident était trop insignifiant pour mériter d'être rapporté, et ne peut avoir aucun rapport avec ce qui se passa ensuite. Contez-le nous quand même, je vous prie. Oh, c'est enfantin. Tandis que nous nous dirigions vers la sacristie, son bouquet lui échappa des mains. Nous passions à ce moment devant le premier banc de la nef, et le bouquet tomba à l'intérieur de ce banc. Le cortège s'arrêta un instant, mais le monsieur qui occupait le banc s'était tout de suite précipité pour ramasser le bouquet et le rendre à ma femme. Et le fleur ne paraissait pas le moins du monde endommagé. Malgré cela, lorsque je fis allusion à la chose, elle me répondit fort brusquement. Et dans la voiture, pendant le trajet de l'église à la maison, elle manifesta une agitation ridicule à propos de ce banal accident. Vraiment. Mais vous parliez tout à l'heure de quelqu'un qui se trouvait dans le banc. Il n'y avait donc pas que les invités qui assistaient à la cérémonie. Non, que voulez-vous? Quand les portes de l'église sont ouvertes, on ne peut pas empêcher le public d'entrer. Le monsieur en question n'était pas un ami de votre femme? Non, non, j'ai employé le mot monsieur par politesse, mais c'était en réalité un individu fort quelconque. J'ai du reste à peine fait attention à lui. Mais ne croyez-vous pas que nous sommes en train de nous écarter beaucoup du sujet? Lady Saint-Simon était donc de bien moins bonne humeur en revenant qu'en partant. Que fit-elle en rentrant chez son père? Je l'ai vue causer avec sa femme de chambre. Et comment était-elle, sa femme de chambre? Elle s'appelle Alice, c'est une Américaine que ma femme a ramenée de Californie. Votre femme en faisait sa confidente? Un peu trop. Je trouvais même que ma femme lui laissait prendre trop de liberté. Il est vrai qu'en Amérique, on n'envisage pas les choses de la même façon que chez nous. Pendant combien de temps votre femme s'était-elle entretenue avec cette servante? Oh, pendant quelques minutes peut-être. Je ne sais pas au juste, car j'avais bien d'autres choses en tête à ce moment. Vous n'avez rien entendu de ce qu'elle disait? Lady Saint-Simon a parlé de rafler un claim, car je dois vous avouer qu'elle employait souvent l'argot des mineurs, mais j'ignore à quoi elle faisait allusion. L'argot américain est parfois très expressif. Et que fit votre femme quand elle eut fini de causer avec cette femme de chambre? Elle entra dans la salle à manger. À votre bras? Non, seule. Je vous l'ai dit, elle était très indépendante et ne se conforme aux usages que quand cela lui plaît. Puis, au bout de 10 minutes, à peu près que nous étions assis, elle se leva brusquement, murmura quelques mots d'excuse et sortit. Elle ne devait plus revenir. Pardon, mais d'après la déposition de la femme de chambre, elle serait montée dans sa chambre, aurait pris un chapeau et passé un long manteau pour dissimuler sa toilette de mariée et aurait immédiatement quitté la maison. C'est exact. On la vit ensuite se promener dans Hyde Park, en compagnie de Flora Miller, une femme qui est actuellement en prison et qui avait provoqué une scène le matin même chez M. Doran. Ah oui, à propos, je voudrais bien avoir quelques renseignements en ce qui concerne cette personne et les relations que vous avez eues avec elle. Lord Saint-Simon haussa les épaules et parut un peu surpris. Nous avons eu pendant des années des relations intimes ensemble, je dirais même très intimes. Elle dansait à l'allegro. Je crois pouvoir affirmer que je me suis montré assez généreux avec elle pour qu'elle n'ait pas à se plaindre de moi. Seulement, vous savez comment sont les femmes, monsieur Holmes. Flora était délicieuse, mais elle avait le tort d'être très coléreuse et de ne pas vouloir me lâcher. Quand elle sut que j'allais me marier, elle m'écrivit des lettres de menaces terribles. Et pour vous dire la vérité, si j'insistais pour que le mariage fût célébré de façon discrète, c'est parce que je redoutais un scandale à l'église. Elle arriva chez M. Doran à l'instant précis où nous venions de rentrer, et voulut pénétrer de force dans la maison, en proférant des injures et même des menaces contre ma femme. Mais ayant prévu ce qui pourrait se produire,
J'avais donné l'ordre aux domestiques de la mettre dehors si elle se présentait. Elle ne se calma que lorsqu'elle se rendit compte que tout ce tapage ne servirait à rien. Votre femme a-t-elle assisté à la scène? Dieu merci, non. Et vous dites qu'on l'a vue plus tard se promener en compagnie de cette femme? Oui, et c'est là ce que M. Lestrade de Scotland Yard considère comme le plus grave. Je suppose que Flora se sera arrangée pour attirer ma femme au moyen d'un subterfuge quelconque, et qu'elle l'aura fait tomber ensuite dans quelques infâmes guet-apens. Mon Dieu, la chose n'est pas impossible. Alors c'est votre avis également? Je n'ai pas dit pour cela qu'elle était probable. Mais vous-même, vous n'estimez pas que c'est ce qui a pu arriver? Je crois Flora incapable de faire du mal à une mouche. Malgré tout, la jalousie transforme singulièrement les caractères. Enfin, selon vous, que s'est-il passé? Mon Dieu, monsieur Holmes, ce serait plutôt à vous de me l'apprendre. Maintenant que vous êtes au courant de toute l'affaire, je suis venu ici non pour répondre à cette question, mais pour vous la poser. Néanmoins, puisque vous désirez connaître mon opinion, je vais vous la dire. À mon sens, l'émotion provoquée par le mariage et l'exaltation de se voir transporté au sommet de l'échelle sociale ont dû provoquer chez ma femme une réaction nerveuse qui lui aurait complètement tourné la tête. En somme, vous estimez que Lady Saint-Simon ne serait plus en possession de ses facultés. Que voulez-vous quand je constate que non seulement elle me repousse, mais qu'elle repousse une situation à laquelle tant d'autres ont aspiré en vain? Je ne vois pas comment expliquer cela autrement. Oui, il est de fait que c'est encore une hypothèse qui peut s'admettre, répondit Holmes en souriant. Voyons, je crois être maintenant en possession de tous les éléments dont j'ai besoin. Ah, dites-moi, Lord Saint-Simon, pendant le lunch, étiez-vous assis face aux fenêtres donnant sur la rue? Oui, nous pouvions même voir l'autre côté de la chaussée et le parc qui s'étend au-delà. Très bien, je vous remercie. Alors je crois inutile de vous retenir plus longtemps, je vous écrirai d'ici peu. Si vous êtes assez heureux pour résoudre le problème, dit notre client en se levant. C'est déjà fait. Hein? Que dites-vous? Et je dis que c'est déjà résolu. Mais alors, où est ma femme? Quant à cela, c'est un détail secondaire que je serai bientôt en mesure de vous fournir. Lord Saint-Simon secoua la tête. J'ai grand peur que ce ne soit en dehors de votre compétence et de la mienne, déclara-t-il. Et il nous quitta sur ces mots après nous avoir salués d'une pompeuse révérence à l'ancienne mode. Je suis très flatté de me voir mis par Lord Saint-Simon au même niveau que lui, me dit Sherlock Holmes en riant. Allons, je crois que j'ai bien mérité un whisky soda et un cigare après tout cet interrogatoire. Parfaitement accessoire d'ailleurs, puisque je savais déjà à quoi m'en tenir quand notre client est entré ici. Vous plaisantez, mon cher Holmes. J'ai vu plusieurs cas similaires, mais jamais, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'en ai rencontré un seul qui se soit produit aussi promptement que celui-ci. Tout son interrogatoire n'avait d'autre but que de changer mes conjectures en certitudes. Les petits détails en apparence insignifiants sont parfois ceux qui vous apportent les preuves les plus convaincantes. Rappelez-vous l'exemple de Taureau, la truite découverte dans le lait. Cependant, j'ai entendu comme vous. Oui, mais vous ne pouvez pas vous baser comme moi sur les cas antérieurs qui me sont d'un secours si précieux. Ainsi, cette affaire a eu son pendant à Aberdeen, il y a quelques années, et l'année qui a suivi la guerre franco-allemande. Il s'est passé à Munich quelque chose de très analogue. C'est précisément l'un de ces cas. Ah tiens, voici Lestrade. Bonjour Lestrade, comment allez-vous? Tenez, prenez donc un verre sur le buffet, et ici, dans cette boîte, vous allez trouver les cigares. Le détective officiel était vêtu d'une vareuse et d'une cravate de marin qui lui donnait tout à fait l'aspect d'un vieux loup de mer, et tenait à la main son sac en toile noire. Après nous avoir sèchement salués, il s'assit et alluma le cigare qu'on venait de lui offrir. « Qu'est-ce qu'il y a donc ?» lui demanda Holmes en le regardant d'un air malicieux. « Vous n'avez pas l'air content. » « Et je ne le suis pas non plus. Le diable soit de cette histoire du mariage de Lord Saint-Simon. C'est à n'y rien comprendre. » « Vraiment, vous me surprenez. A-t-on jamais vu affaire aussi embrouillée? À chaque fois que je crois tenir une piste, crac, elle me file entre les doigts. Et pourtant, je m'y suis attelé depuis ce matin. »« Et vous êtes tout trempé, s'écria Holmes en posant la main sur la manche de sa vareuse. « Oui, je viens de draguer la serpentine. »« Et pourquoi faire, grand Dieu? »« Pour chercher le corps de Lady Saint-Simon. » Sherlock Holmes se renversa en arrière et partit d'un grand éclat de rire. «
Pendant que vous y étiez, vous auriez dû draguer aussi le bassin de Trafalgar Square. Pourquoi? Que voulez-vous dire? Parce que vous aviez autant de chances de retrouver le corps de Lady Saint-Simon dans l'un que dans l'autre. Lestrade lança un regard courroucé à mon compagnon. Vous savez donc la vérité? Grommela-t-il. Mon Dieu, je viens seulement d'entendre raconter cette aventure, mais mon opinion est déjà faite. Ah, alors, vous pensez vraiment que la serpentine n'y a joué aucun rôle? À mon avis, c'est fort peu probable. En ce cas, voudriez-vous avoir l'obligeance de m'expliquer comment il se fait que nous ayons découvert ceci? Ce disant, il ouvrit son grand sac et en fit tomber sur le parquet une robe de mariée en soie, une paire de souliers de satin blanc, une couronne de fleurs d'oranger et un voile, le tout encore ruisselant d'eau. Là, conclut-il en déposant sur tous les objets empilés une alliance toute neuve. Maintenant débrouillez-vous comme vous pourrez, monsieur Holmes. Ah, fit mon ami occupé à chasser en l'air des anneaux de fumée bleue. Ainsi vous avez repêché cela au fond de la serpentine. Non, c'est un des gardiens du parc qui a découvert tous ces objets flottant sur le bord. Mais comme il a été établi, depuis qu'ils appartenaient effectivement à Lady Saint-Simon, j'en ai tout naturellement conclu que son corps devait se trouver quelque part par là aussi. D'après ce merveilleux raisonnement, on devrait également retrouver le corps de tous les gens qu'on rencontre dans leur armoire à glace. Et dites-moi, à quelle conclusion pensez-vous aboutir en définitive? Je comptais établir la preuve que Flora Miller devait être impliquée dans la disparition de Lady Saint-Simon. J'ai peur que vous n'ayez bien du mal à y parvenir, mon ami. Ah, vraiment? S'exclama Lestrade avec amertume. Eh bien, je commence à croire que vos belles déductions et vos beaux raisonnements ne servent pas à grand-chose, mon cher Holmes, car vous venez de commettre 2 superbes gaffes, coup sur coup. Cette robe, ne vous en déplaise, indique parfaitement Flora Miller. Comment cela? Dans la robe, il y a une poche. Dans la poche, il y a un porte-carte. Et dans le porte-carte, il y a un billet. Et ce billet, le voici. Il l'étala sur la table devant lui. Écoutez-moi cela. Quand vous me verrez, tout sera prêt. F.H.M. Or, dès le premier moment, j'ai eu l'idée que Flora Miller avait attiré Lady Saint-Simon hors de chez elle et que, secondée sans doute par des complices, elle l'avait fait tomber ensuite dans quelque guet-apens. Ce billet, signé de ses initiales, n'est autre que celui qu'elle lui aura laissé dans la main lorsqu'elle est venue à la porte afin de la décider à venir la rejoindre. « Bravo, Lestrade !» s'écria Holmes en riant. « Vous êtes positivement admirable. Montrez-moi cela. » Il prit le papier d'un geste indifférent, mais à peine il y eut porté les yeux qu'il sursauta, et après l'avoir attentivement examiné, laissa échapper un cri de satisfaction. « Mais oui, dit-il, mais oui, c'est très important. »« Ah ah, vous en convenez cette fois. C'est très important, je vous félicite chaudement. » Lestrade se leva d'un air triomphant et se pencha par-dessus l'épaule de mon ami. « Mais vous ne le regardez pas du côté qu'il faut, s'exclama-t-il. Au contraire, c'est de ce côté-ci qu'il faut le regarder. De ce côté-ci? Vous êtes fou. Tenez, retournez-le. Vous voyez bien que c'est par là que sont tracés ces mots au crayon. Mais par ici, je vois quelque chose qui me fait l'effet d'un fragment de note d'hôtel qui m'intéresse diantrement. Qu'est-ce que cela dit? Je l'ai déjà vu, protesta Lestrade. 4 octobre, chambre, 8 shillings, petit déjeuner, 2 shillings, 6 pence. Cocktail, 1 shilling, déjeuner, 2 shillings, 6 pence. Verre de sherry, 8 pence. Et après? Vous voyez quelque chose là-dedans, vous? Évidemment, non, mais cela n'empêche pas que ce soit très important. Quant à ces lignes écrites, au crayon, elles ont leur importance aussi. Du moins en ce qui concerne les initiales. Aussi, je vous réitère mes félicitations, mon cher Lestrade. J'ai perdu assez de temps déjà, dit Lestrade en se levant. Pour ma part, j'estime que si l'on veut aboutir à quelque chose, il faut se donner du mal. Et ce n'est pas en échafaudant des hypothèses au coin de son feu qu'on y parvient. Au revoir, monsieur Holmes. Nous verrons qui de nous deux réussira le premier à découvrir la clé de l'énigme. En rassemblant tous les objets mouillés qu'il nous avait montrés, il les remit dans son sac et se dirigea vers la porte. « Écoutez, Lestrade, je vais vous donner un tuyau, dit nonchalamment Holmes, avant que son rival eût disparu. Si vous voulez la clé de l'énigme, la voici. Lady Saint-Simon n'est qu'un mythe. Il n'y a pas de Lady Saint-Simon, et il n'y en a jamais eu. » Lestrade jeta un regard de pitié à mon compagnon. Puis, se retournant vers moi, il se frappa le front 3 fois.
hocha la tête gravement et sortit d'un air affairé. À peine la porte s'était-elle refermée sur lui que Holmes se leva et enfila son pardessus. Ce brave Lestrade n'a pas tout à fait tort en disant qu'il ne faut pas rester toujours au coin de son feu, déclara-t-il. Aussi, Watson, je crois que je vais vous laisser pendant quelque temps à vos journaux. Il était 5 heures passées quand Sherlock Holmes me quitta, mais je n'eus pas le temps de m'ennuyer car, moins d'1 heure après, je reçus la visite d'un garçon pâtissier portant une grande caisse plate qui se mit aussitôt à déballer en se faisant aider par un jeune mitron qu'il avait amené avec lui. Et en l'espace de quelques instants, je vis se dresser sur notre humble table d'acajou un petit souper froid, digne du plus fin gourmet. Il y avait là 2 couples de coqs de bruyère, un faisan, un pâté de foie gras et plusieurs vénérables et poudreuses bouteilles. Les apprêts du savoureux festin terminés, mes 2 visiteurs s'éclipsèrent mystérieusement comme des djinns des 1001 nuits, sans me fournir d'explication. Sauf pour me dire que la note était réglée d'avance et qu'on leur avait simplement donné l'ordre de livrer la commande à cette adresse. Juste avant 9 heures, Sherlock Holmes rentra précipitamment. Il avait l'air très grave, mais ses yeux brillaient d'un éclat qui me laissa présumer qu'il avait vérifié l'exactitude de ses conclusions. « Ah, alors on a préparé le souper, me dit-il en se frottant les mains. Oui, mais vous attendez des invités sans doute. On a mis 5 couverts. Oui, je crois qu'il va nous arriver d'autres convives, reprit-il. Je m'étonne même que Lord Saint-Simon ne soit pas là déjà. Ah, il me semble que j'entends justement son pas dans l'escalier. C'était en effet notre client de la matinée. Il entra d'un air très agité, en jouant plus nerveusement que jamais avec son pince-nez, et ses traits aristocratiques me parurent profondément altérés. « Alors vous avez reçu mon message ?» lui demanda Holmes. « Oui, et j'avoue qu'il m'a jeté dans la plus vive stupéfaction. Vous êtes certain de ce que vous avancez ?»« Tout ce qu'il y a de plus certain. » Lord Saint-Simon se laissa tomber dans un fauteuil et se passa la main sur le front. « Que dira le duc, murmura-t-il, quand il apprendra qu'un membre de la famille a subi une telle humiliation ? C'est un simple accident. Je n'y vois pas la moindre humiliation. Ah, c'est que vous envisagez les choses d'un tout autre point de vue. Il ne m'apparaît pas que l'on puisse blâmer personne. Je n'ai pas l'impression que cette dame aurait pu agir différemment. Il est seulement regrettable qu'elle ait agi avec une telle brusquerie. Mais n'ayant pas de mère, elle n'avait personne pour la conseiller dans ce moment critique. « Mais c'est un affront, monsieur, un affront public !» protesta Lord Saint-Simon en frappant nerveusement avec les doigts sur la table. « Il faut être indulgent pour cette pauvre fille, songez dans quelle situation invraisemblable elle se trouvait. Non, ce qu'elle a fait là est positivement impardonnable. Je suis outré qu'on ait pu abuser de moi de la sorte. Je crois que j'entends sonner, dit Holmes. Oui, il y a quelqu'un sur le palier, puisque vous refusez de vous laisser fléchir par moi, Lord Saint-Simon. Voici quelqu'un qui saura peut-être mieux plaider pour elle. Il ouvrit la porte et fit entrer un homme et une femme. Lord Saint-Simon, reprit-il, permettez-moi de vous présenter monsieur et madame Francis Hay Moulton. Vous avez déjà eu, je crois, l'occasion de vous rencontrer avec madame. En voyant entrer les 2 nouveaux venus, notre client s'était dressé d'un bond, et très droit, les yeux baissés et la main enfoncée dans son gilet, avait pris une attitude à la fois digne et outragée. La femme s'était rapidement avancée vers lui, la main tendue, mais il s'entêta à ne pas vouloir relever les yeux. C'était d'ailleurs la meilleure méthode qu'il pouvait adopter pour ne pas se laisser émouvoir, car elle avait une physionomie si implorante qu'il eût été vraiment difficile de lui résister. « Vous êtes fâché, Robert, lui dit-elle. Au fait, vous avez parfaitement lieu de l'être. Pas d'excuses, je vous en prie, dit Lord Saint-Simon avec amertume. Oh, je sais, j'ai très mal agi envers vous, et j'aurais dû vous fournir une explication avant de m'en aller. Mais que voulez-vous, j'étais toute sans dessus-dessous, et depuis que j'ai revu Franck ici, je ne savais plus ce que je faisais, ni ce que je disais. La seule chose qui me surprend, c'est de ne pas m'être évanoui sur le coup, devant l'hôtel. Madame Moulton, désirez-vous que nous nous retirions, mon ami et moi? Cela vous permettra de parler plus librement. Si vous voulez mon avis, intervint l'inconnu, je trouve qu'on n'en a déjà fait que trop de mystère autour de cette histoire. Pour ma part, je ne désire qu'une chose, c'est que la vérité soit proclamée en Europe et en Amérique. Celui qui venait de parler était un petit homme sec et hâlé, à la figure éveillée et aux manières pleines de vivacité. « Eh bien, alors je vais vous raconter tout ce qu'il y en est, » dit la jeune femme. « Franck et moi, on s'était rencontrés en 81, dans les montagnes rocheuses, au camp de Maguire,
où papa exploitait du claim. Et Franck et moi, on s'était fiancés. Mais voilà qu'un jour, papa tombe sur un riche filon et ramasse le gros sac, tandis que ce pauvre Franck, lui, avait un claim qui ne valait pas un clou, et dont il ne pouvait tirer rien de rien. Bref, tant plus que papa devenait riche, tant plus que Franck, lui, devenait pauvre, si bien qu'à la fin, papa ne voulut plus entendre parler de notre mariage, et m'emmena à San Francisco. Seulement Franck, qui ne voulait pas me lâcher, n'a rien trouvé de mieux que de nous suivre, ce qui fait qu'on a continué à se voir sans que papa ne sache rien. Vous comprenez, il en serait devenu fou. Alors valait mieux rien lui dire. Franck me disait comme ça qu'il allait retourner travailler afin de se faire un gros sac lui aussi, et qu'il reviendrait me chercher que le jour où il aurait amassé autant que papa. Alors moi je lui ai promis de l'attendre aussi longtemps qu'il faudrait, et de ne pas me marier avec un autre tant qu'il serait vivant. Alors dans ce cas-là, me dit Franck, pourquoi ne pas se marier tout de suite? Je n'exigerai rien de toi jusqu'au jour où je reviendrai pour de bon. Mais au moins comme ça je me sentirai plus tranquille. On a discuté de ça pendant longtemps, tous les deux. Et puis il a fini par s'arranger avec un pasteur qui nous a mariés en cachette. Et Franck est parti pour tâcher de faire fortune pendant que moi, je restais auprès de papa. La première fois que Franck me donna de ses nouvelles, il était dans le Montana. Après, il est allé prospecter dans l'Arizona, puis il m'a écrit de New Mexico. À la suite de quoi, j'ai vu un jour, dans le journal, un long article où il était question d'un camp de mineurs attaqué par les Indiens Apaches et où l'on citait le nom de mon Franck parmi les tués. J'en perdis connaissance sur le coup et j'en fus malade pendant des mois. Papa crut que j'avais un problème au cœur et me fit voir à plus de la moitié des médecins de San Francisco. Un an s'écoula et même davantage, sans que je reçoive aucune nouvelle. Il n'y avait donc plus de doute à avoir, Franck était bel et bien mort. Là-dessus, Lord Saint-Simon vint à San Francisco, puis on partit pour Londres et le mariage fut décidé. Papa, lui, était bien content, mais moi je sentais que jamais aucun homme n'occuperait mon cœur la place que j'avais réservée à mon pauvre Franck. Malgré ça, j'étais devenue la femme de Lord Saint-Simon. Je me serais bien conduite vis-à-vis de lui. On ne commande pas à son cœur, mais on commande à sa manière d'agir. Et quand il me conduisait à l'hôtel, j'étais bien décidée à être pour lui une compagne aussi parfaite que possible. Et je vous laisse à penser ce qui se passa en moi lorsqu'en avançant vers les grilles de l'hôtel, j'aperçus en me retournant Franck debout au premier banc, qui me regardait. Sur le premier moment, j'ai cru que c'était son fantôme, mais en regardant une deuxième fois, je m'aperçus qu'il était toujours là, et que ses yeux me fixaient comme s'il avait cherché à lire sur mon visage si j'étais contente ou contrariée de le voir. Je ne sais pas comment, je ne suis pas tombée raide sur le coup. Je me rappelle seulement que tout s'est mis à tourner autour de moi et que je n'entendais plus les paroles du pasteur, que comme si ça avait été une abeille qui me bourdonnait aux oreilles. Que faire? Arrêter le service et provoquer une scène dans l'église? Je me retournai encore une fois vers Franck, et il faut croire qu'il comprit quelle était ma pensée, car il se mit aussitôt un doigt sur les lèvres, pour me faire signe de me tenir tranquille. Puis je le vis qui griffonnait quelque chose sur un bout de papier, et je me doutai qu'il écrivait un mot. Lorsqu'on passa devant lui pour se diriger vers la sacristie, je laissai tomber mon bouquet sur son banc, et il me glissa le billet dans la main, en me rendant les fleurs. Il n'y avait qu'une ligne pour me demander de le rejoindre quand il me ferait signe. Naturellement, je n'avais aucun doute que maintenant, mon premier devoir était d'aller chez lui, et je décidai de faire point pour point ce qu'il me dirait. En rentrant à la maison, je racontai tout ce qui s'était passé à ma femme de chambre, qu'il avait connue en Californie, et qui avait toujours été en bons termes avec lui. Je lui donnai ordre de ne rien dire, mais de faire un paquet de certaines choses que je voulais emporter, et de me préparer un manteau. Je sais bien que j'aurais dû donner une explication à Lord Saint-Simon, mais ça m'impressionnait d'être obligé de lui dire ça en présence de sa mère et devant tous ces gens huppés. Alors je pris le parti de filer sans rien dire, quitte à expliquer plus tard. Il n'y avait pas 10 minutes qu'on était à table, quand j'aperçus Franck par la fenêtre sur le trottoir en face. Il me fit signe de venir, puis s'avança dans le parc. Alors, sans perdre un instant, je m'échappai de la salle à manger, j'allai mettre mes affaires, et je courus le rejoindre. En sortant, je fus abordé par une femme, qui se mit à me raconter je ne sais trop quelle histoire sur Lord Saint-Simon, et le peu que j'entendis me fit comprendre que lui aussi avait dû avoir avant notre mariage
Une petite aventure dont il ne m'avait rien dit. Mais je saisis le premier prétexte pour me débarrasser de cette femme, et quelques instants après je réussis à rattraper Frank. Nous prîmes un cab tous les deux, et nous nous fîmes conduire à l'appartement qu'il avait loué dans Gordon Square. Et ce fut mon vrai mariage après tant d'années. Frank avait été fait prisonnier par les Indiens, puis s'était évadé et avait gagné San Francisco. Et là, ayant appris que je le tenais pour mort, et que j'étais parti pour l'Angleterre, il s'était immédiatement embarqué à son tour, mais n'était parvenu à me retrouver que le jour même de mon second mariage. Je l'ai vu annoncer dans un journal, expliqua l'Américain. Le nom de l'église était bien indiqué, mais on ne donnait pas l'adresse de la mariée. Ensuite, on discuta tous les deux de ce qu'il vaudrait mieux faire. Frank trouvait qu'il était préférable de s'expliquer franchement, mais moi, toute cette histoire me faisait tellement honte que j'aurais voulu disparaître une fois pour toutes, sans revoir personne et en me contentant tout au plus de passer un mot à papa, juste pour lui faire savoir que j'étais toujours de ce monde. Ça me donnait le frisson de penser que tous ces lords et toutes ces ladies étaient autour de cette table en attendant mon retour. Alors, pour qu'on ne retrouve pas de traces de moi, Frank prit ma toilette et mes affaires de mariée et en fit un paquet qu'il s'en alla jeter à un endroit où personne ne pourrait le retrouver. Il est plus que probable que nous serions partis demain pour Paris. Seulement ce bon M. Holmes, qui avait réussi à nous dénicher, je ne sais pas comment d'ailleurs, nous a rendu visite et m'a montré très nettement et très gentiment que j'avais tort et que Frank avait raison, et que nous compliquerions inutilement les choses en continuant à nous cacher. Il nous proposa également de nous fournir l'occasion de parler à Lord Saint-Simon tout seul, et il fit si bien que nous nous mîmes séance tenante en route pour aller chez lui. Maintenant, Robert, vous savez toute la vérité. Je vous demande encore une fois pardon si je vous ai causé de la peine, et j'espère que vous ne garderez pas trop mauvaise opinion de moi. Lord Saint-Simon, sans atténuer en rien la raideur de son attitude, avait écouté le long récit en fronçant le sourcil et en pinçant les lèvres. « Excusez-moi, répliqua-t-il, mais je n'ai pas pour habitude de discuter ainsi publiquement mes affaires intimes. »« Alors vous ne voulez pas me pardonner? Vous ne voulez pas me serrer la main avant que je m'en aille? » »« Oh, volontiers, si cela peut vous faire plaisir. » Il avança la main et serra froidement celle qu'elle lui tendait. « J'avais espéré, insinua Holmes, que vous nous feriez l'amitié de souper avec nous. »« Cette fois, c'est un peu trop demandé, répliqua Lord Saint-Simon. Je me résigne à accepter l'inévitable, mais on ne peut tout de même pas exiger que je m'en réjouisse. Donc, si vous le permettez, je vais maintenant me retirer en vous souhaitant à tous une bonne soirée. » Il nous adressa collectivement une large révérence et se retira avec beaucoup de dignité. « J'espère que vous deux, au moins, me ferez l'honneur d'être des nôtres, reprit Sherlock Holmes. C'est toujours un vif plaisir pour moi de rencontrer un Américain, monsieur Moulton, car je suis de ceux qui ne peuvent se résoudre à croire que la folie d'un monarque et la sottise d'un ministre de jadis pourront jamais empêcher nos enfants d'être citoyens du même vaste monde avec un seul drapeau assemblant à la fois l'Union Jack et la bannière étoilée. « Voilà un cas que je considère comme très intéressant, » me dit Sherlock Holmes après que nos invités eurent pris congé de nous, car il sert à démontrer clairement combien simple est parfois l'explication d'une affaire qui à première vue paraissait inexplicable. Quoi de plus naturel et de plus vraisemblable en effet que l'exposé des faits que nous a fourni cette jeune femme? En quoi de plus compliqué et de plus inadmissible par contre que la théorie que s'était formée Lestrade? Mais la vôtre était bonne alors. Dès le début, deux faits m'avaient paru très évidents, à savoir, d'une part, que mademoiselle Hattie Doran avait consenti de plein gré à épouser Lord Saint-Simon, et d'autre part qu'elle avait eu regret aussitôt la cérémonie terminée. Or, un tel revirement n'avait pu s'opérer chez elle que si quelque chose d'imprévu était survenu dans le courant de la matinée. De quoi s'agissait-il? Elle n'avait pu parler à personne pendant le temps qu'elle s'était absentée de chez elle, puisqu'elle était restée constamment aux côtés de celui qui allait être son mari. Alors avait-elle simplement vu quelqu'un? Si oui, ce ne pouvait être que quelqu'un venant d'Amérique, car elle était depuis trop peu de temps en Angleterre pour qu'un homme y eût déjà exercé tant d'influence sur elle, qu'elle eût été si profondément impressionnée, rien qu'en le voyant. Vous voyez donc que grâce à ce procédé d'élimination, nous avons déjà abouti à cette supposition qu'elle avait vu un Américain. Restait maintenant à découvrir qui était cet Américain, et pourquoi il avait tant d'ascendant sur elle. Ce pouvait être quelqu'un qui la courtisait, ou quelqu'un qu'elle avait déjà épousé.
Je savais que toute sa jeunesse s'était écoulée dans un milieu sauvage et assez anormal. Voilà où j'en étais parvenu lorsque Lord Saint-Simon nous conta ce qu'il venait d'arriver. Quand il nous parla de l'homme qu'il avait vu dans le premier banc de l'église, du changement d'attitude de sa femme, du bouquet tombé, subterfuge si souvent employé par les femmes pour s'emparer secrètement d'un billet, de la conversation qu'elle avait eue avec sa femme de chambre, dont elle faisait sa confidente, et enfin de ce terme très significatif dont elle s'était servie. Rafler un claim, ce qui en jargon de mineur signifie s'emparer d'une concession primitivement accordée à un tiers. Le mystère commença à s'éclaircir sensiblement pour moi. Désormais, plus de doute possible, elle était partie avec un homme, et cet homme était soit un amant, soit quelqu'un qu'elle avait épousé antérieurement, ce qui me sembla plus probable. Mais comment diable vous y êtes-vous pris pour les retrouver? J'aurais peut-être eu assez de difficultés à y parvenir si je ne m'étais pas aperçu que notre ami Lestrade avait entre les mains les indications dont lui-même ne soupçonnait pas les valeurs. Naturellement, les initiales étaient de la plus haute importance, mais il y avait en outre un détail très intéressant à relever. C'est que, moins d'une semaine auparavant, l'homme en question avait réglé sa note dans l'un des plus grands hôtels de Londres. Et qui vous a dit qu'il s'agissait d'un grand hôtel? Je l'ai vu tout de suite au prix énuméré sur la note. Quand on voit compter une chambre 8 shillings et un verre de sherry 8 pence, il est bien évident qu'il s'agit d'un établissement de premier ordre. Il n'y en a pas beaucoup à Londres, où les tarifs soient aussi élevés. J'entrepris donc de les visiter l'un après l'autre. Dans le second, qui se trouvait dans Northumberland Avenue, je constatai en consultant les registres qu'un certain Francis H. Moulton, citoyen américain, l'avait quitté la veille, et en vérifiant son compte, que ce compte concordait exactement avec les chiffres portés sur la note, comme j'appris en outre qu'il avait donné ordre de faire suivre sa correspondance 226 Gordon Square. Je me rendis aussitôt à cette adresse, où j'eus la chance de rencontrer les amoureux chez eux. J'entrepris aussitôt de leur donner quelques sages conseils et réussis à leur démontrer qu'ils auraient plus d'intérêt, sous tous les rapports, à faire connaître à tout le monde, en général et à Lord Saint-Simon en particulier, la véritable situation dans laquelle ils se trouvaient. Ensuite, je les invitai à me rejoindre ici, et comme vous avez pu le voir, j'ai décidé également, Lord Saint-Simon, à venir au rendez-vous. Mais le résultat n'a guère été brillant, lui fis-je remarquer. Son attitude n'a certes pas été des plus aimables. « Ah, Watson, me répondit Holmes en souriant, peut-être ne seriez-vous pas très aimable non plus si, après avoir réussi, avec bien du mal à conquérir une femme, à l'épouser, vous voyez subitement s'envoler cette femme et l'argent qu'elle devait vous apporter. Je crois que nous devons témoigner beaucoup plus d'indulgence à Lord Saint-Simon et remercier le ciel de n'avoir pas à supporter nous-mêmes une pareille épreuve. Approchez votre fauteuil et passez-moi mon violon, car pour l'instant, le seul problème qu'il nous reste à résoudre consiste à décider comment nous nous y prendrons pour tromper l'ennui de ces mornes soirées d'automne. Fin. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci.